Élise rêvait d'une vie de luxe et de confort. Elle croyait qu'épouser un homme riche suffirait à lui garantir le bonheur. Mais derrière les diamants et les promesses dorées, elle a tissé un piège qui allait se refermer sur elle. Élise, une jeune femme ambitieuse, n'avait qu'une obsession, fuir la médiocrité. Enfant d'un foyer modeste, elle regardait avec envie les villas immenses et les voitures brillantes qui traversaient son quartier. Son rêve n'était pas l'amour, mais la fortune. Et lorsqu'elle croisa le chemin d'Henri, un riche entrepreneur bien plus âgé qu'elle, elle crut que le destin venait enfin de lui tendre la main. Son sourire enjôleur, sa silhouette élégante et sa voix mielleuse devinrent ses armes. Henri, flatté, la courtisa, convaincu d'avoir trouvé une compagne douce et sincère. Mais derrière chaque regard d'Élise se cachait un calcul précis. Plus jamais elle ne voudrait connaître la pauvreté. Elle accepta sa demande en mariage avec des larmes de joie, mais au fond de son cœur, aucune étincelle d'amour ne brûlait. Elle voyait déjà les bijoux, les voyages et les soirées mondaines. Elle ne savait pas encore que cette quête l'entraînerait vers l'abîme. Le mariage d'Élise et Henri fut un événement fastueux, digne des plus grandes familles. La salle brillait de mille feux. Les invités acclamaient le couple comme s'il s'agissait d'un conte de fées. Élise savourait chaque instant, chaque flash d'appareil photo, chaque compliment sur sa beauté et sa chance. Elle portait une robe brodée de pierres fines, symbole éclatant de son triomphe. Mais derrière son sourire éclatant, elle étouffait presque d'impatience. Ce n'était pas l'union qui l'enthousiasmait, mais le pouvoir de l'argent qui désormais lui appartenait. Henri, fou amoureux, la couvrait de promesses et de cadeaux. Il rêvait d'une vie simple et tendre, ignorait totalement les intentions glaciales de sa jeune épouse. Pour Élise, ce mariage n'était pas une histoire d'amour, mais un contrat invisible, une assurance contre la pauvreté. Elle se jurait déjà que si l'ennui venait, elle trouverait d'autres façons de se distraire, quitte à briser les vœux qu'elle venait à peine de prononcer. Très vite, Élise découvrit que le luxe avait un goût amer. Les bijoux perdaient leur éclat, les fêtes mondaines devenaient répétitives, et Henri, malgré sa fortune, paraissait ennuyeux à ses yeux. Elle se surprenait à soupirer devant ses attentions sincères, irritée par ses conversations monotones. Elle voulait plus de passion, plus de frissons, plus de pouvoir. Dans sa cage dorée, elle se sentait prisonnière. Chaque matin, elle se réveillait en regardant son mari avec une pointe de mépris, lui reprochant intérieurement de n'être qu'un vieil homme prévisible. Le luxe lui avait offert un confort matériel, mais pas le feu qu'elle désirait. Dans les salons privés, elle commença à observer d'autres hommes, des regards ardents, des sourires séducteurs, des promesses d'aventure. L'idée germa doucement dans son esprit. Pourquoi rester fidèle alors que l'argent la protégeait de tout? Elle ignorait que ce serait le premier pas vers sa propre destruction. Un soir, lors d'un gala de charité, Élise croisa Marc, un jeune banquier séduisant au regard audacieux. Contrairement à Henri, il était vif, drôle et irrésistiblement charmant. Très vite, une complicité naquit entre eux. Elle éclatait de rire à ses plaisanteries, savourait ses compliments enflammés. Pour la première fois, elle se sentait vibrer. Marc n'était pas riche comme Henri, mais il avait cette énergie virile qui la fascinait. Les rendez-vous secrets commencèrent, dans des hôtels discrets, loin des regards. Chaque mensonge adressé à son mari renforçait son sentiment de puissance. Elle croyait contrôler le jeu, jonglant entre confort et passion. Mais en réalité, elle creusait le trou dans lequel elle allait tomber. Marc, de son côté, voyait en Élise une opportunité. Il profitait de ses cadeaux, de ses faveurs, et riait intérieurement de son imprudence. La trahison grandissait dans l'ombre, invisible aux yeux d'Henri, aveuglée par son amour sincère. Élise s'habituait à mener une vie à deux visages. Le jour, elle jouait le rôle de l'épouse parfaite, douce, attentive, élégante à chaque sortie publique. Henri, fier de sa fan, ne cessait de vanter sa grâce auprès de ses associés. Mais dès la nuit tombée, Élise s'éclipsait sous prétexte de visiter une amie ou d'assister à une réception. En réalité, elle rejoignait Marc, qui l'attendait avec impatience. Elle aimait ce frisson d'interdit, cette adrénaline qui coulait dans ses veines lorsqu'elle franchissait la porte d'un hôtel. Elle se sentait vivante, maîtresse du jeu, persuadée que rien ne pouvait lui arriver. Pourtant, les premiers soupçons commençaient à germer. Henri, attentif, remarquait parfois ses absences inexpliquées, ses regards distraits, ou son parfum imprégné d'une note étrangère. Mais, aveuglé par l'amour, il chassait ses doutes d'un revers de pensée, refusant d'imaginer l'impensable. Ce déni serait bientôt balayé par une vérité bien plus brutale. Marc, conscient de l'obsession d'Élise pour le luxe, savait comment la manipuler. Il lui faisait miroiter des projets grandioses, voyages exotiques, appartements secrets, une vie flamboyante loin de l'ombre de son mari. Pour financer ses rêves, il commença à lui demander de l'argent. Élise, aveuglée par sa passion, puisait discrètement dans les comptes d'Henri. Chaque virement, chaque bijou vendu en cachette, l'enfonçait davantage dans la trahison. Elle croyait investir dans son avenir, bâtir une nouvelle vie avec l'homme qu'elle désirait réellement. Mais Marc n'était qu'un joueur habile,
attiré par sa naïveté et son avidité. Peu à peu, leurs rendez-vous devinrent des négociations. Il la caressait d'une main, mais tendait l'autre pour recevoir davantage. Élise, obsédée par le rêve d'évasion, ne voyait pas qu'elle se transformait en marionnette entre ses doigts. Sa passion n'était plus qu'une chaîne invisible qui l'attirait vers un gouffre dont elle ne soupçonnait pas la profondeur. Dans les salons mondains, les langues commençaient à se délier. Des regards complices, des allusions discrètes, des sourires moqueurs. Tout le monde n'était pas dupe. On avait aperçu Élise au bras de Marc dans un quartier éloigné ou dans un restaurant où aucun couple marié respectable ne se risquait. Ces rumeurs atteignirent les oreilles d'Henri. Au début, il se contenta de nier. Mais plus il observait sa femme, plus les détails s'accumulaient. Ses silences prolongés, ses yeux qui brillaient d'une flamme étrangère, son indifférence croissante à ses propres attentions. Le doute le rongeait désormais. Pourtant, plutôt que de confronter directement Élise, il choisit de se taire et d'enquêter dans l'ombre. Il engagea un détective privé, décidé à connaître la vérité. Ce qu'il allait découvrir ne briserait pas seulement son cœur, mais sa confiance absolue dans celle qu'il croyait être l'amour de sa vie. Les preuves ne tardèrent pas à arriver. Photographies, relevés bancaires, témoignages, tout confirmait l'adultère et la trahison. Henri, livide, feuilletait le dossier apporté par le détective. Chaque cliché montrait sa femme dans les bras de Marc, souriante, amoureuse et surtout dépensant à outrance l'argent qu'il avait durement gagné. Ce fut comme un coup de poignard. Mais derrière sa douleur, Henri sentit naître une colère froide, une détermination implacable. Il ne confronterait pas Élise dans la rage. Non, il préparerait sa chute avec patience et précision. Elle croyait le tromper sans conséquence, mais il allait lui montrer qu'aucune trahison ne reste impunie. Pendant ce temps, Élise continuait de vivre son double jeu, inconsciente du filet qui se resserrait autour d'elle. Dans son arrogance, elle pensait avoir le contrôle. Mais Henri, silencieux, était déjà en train d'écrire le dernier chapitre de son règne doré. Henri commença à changer subtilement. Moins présent, moins bavard, mais ses yeux la fixaient désormais avec une intensité glaçante. Élise, perturbée, se demandait s'il soupçonnait quelque chose. Parfois, elle croyait lire dans son regard une vérité qu'il ne disait pas. Pourtant, il continuait à lui offrir le confort habituel, sans élever la voix, sans poser de questions. Cette patience inhabituelle la rassura un temps, puis l'inquiéta, car Henri n'était pas homme à rester passif. Elle sentit, sans pouvoir l'expliquer, que quelque chose se préparait. Ses nuits commencèrent à être hantées par des cauchemars. Elle rêvait de perdre tout ce qu'elle avait acquis, de se retrouver seule et démunie. Mais chaque matin, elle chassait ses pensées, se réfugiant dans les bras de Marc qui lui devenait de plus en plus exigeant. Elle ne savait pas encore que son masque était sur le point de se briser, dévoilant au grand jour son avidité et ses mensonges. Henri, méthodique, mit son plan en place. Sans alerter Élise, il retira progressivement ses biens les plus précieux de leur compte commun. Les appartements, les voitures et même certains investissements furent discrètement transférés à son nom exclusif. Pour Élise, tout paraissait normal. Elle voyait encore des chiffres mirobolants s'afficher sur les relevés bancaires, ignorant que ces sommes n'étaient plus qu'une illusion passagère. De son côté, Henri conservait un masque de mari aimant, mais chaque geste était calculé. Son objectif n'était pas seulement de révéler la trahison, il voulait que sa femme ressente la morsure de la misère qu'elle avait tant redoutée. Pendant ce temps, Marc multipliait ses demandes. Il parlait d'ouvrir une société, d'investir dans des placements risqués. Élise, croyant à un futur flamboyant, lui remettait de l'argent avec empressement. Mais ce n'était plus l'argent d'Henri, c'était le piège soigneusement tendu qui se refermait sur elle. Marc, grisé par l'argent facile, changea de ton. Moins tendre, plus brutal, il ne cachait plus sa véritable nature. Ses rendez-vous avec Élise ressemblaient désormais à des tractations. Elle venait chercher des caresses, mais repartait les mains vides et le portefeuille vide. « Si tu veux qu'on parte ensemble, il faut plus. Beaucoup plus !» répétait-il, les yeux rivés sur ses bijoux. Élise, piégée, vendit en secret certaines parures offertes par Henri. Chaque perte lui arrachait un morceau de fierté. Mais elle se disait que c'était un sacrifice nécessaire pour son avenir amoureux. Pourtant, plus elle donnait, plus Marc exigeait. Elle commençait à voir l'ombre d'un gouffre se dessiner devant elle, mais refusait d'y croire. Elle préférait s'aveugler, persuadée qu'elle finirait par atteindre le bonheur. Elle ignorait que Marc préparait déjà sa fuite, la laissant seule avec ses illusions et ses dettes. Les rumeurs sur l'infidélité d'Élise ne pouvaient plus être contenues. Les domestiques chuchotaient dans les couloirs. Les voisins faisaient semblant de l'accueillir avec chaleur, mais éclataient de rire après son passage. Dans les cercles mondains, son nom était désormais associé à la trahison. Henri, impassible, laissait les bruits se propager. Il n'avait plus besoin de preuves, la société elle-même devenait son témoin. Élise, de plus en plus nerveuse, sentait les regards peser sur elle. Chaque soirée devenait un supplice, chaque sourire une accusation voilée. Elle se réfugiait davantage dans les bras de Marc, mais même là,
Elle ne trouvait plus de réconfort. L'étau se resserrait. L'image impeccable qu'elle avait bâtie avec tant de soin commençait à s'effondrer. Pourtant, elle s'accrochait encore à son rêve doré, refusant de voir que tout ce qu'elle croyait posséder n'était déjà plus à elle. Un soir, Henri invita Élise à dîner dans leur demeure, dans une atmosphère d'un calme troublant. La table était dressée avec soin, comme au premier jour. Mais dans son regard, il n'y avait plus d'amour, seulement une froideur implacable. Après quelques mots polis, il sortit le dossier d'enquête et le posa devant elle. Photographies, relevés, lettres, chaque preuve brûlait comme une gifle. Élise, blême, tenta d'abord de nier, puis de pleurer, puis de supplier, mais Henri resta de marbre. « Je t'ai tout donné et tu as choisi de tout détruire », dit-il d'une voix basse. Elle comprit alors qu'il n'y avait plus de retour possible. Ce n'était pas seulement un mari blessé qui se tenait devant elle, mais un juge prêt à prononcer sa sentence. La terre sous ses pieds commençait à trembler, annonçant la chute irrémédiable. Pensant trouver du réconfort auprès de Marc, Élise se précipita dans ses bras le lendemain. Mais elle ne retrouva qu'un homme distant, froid, presque moqueur. Ses valises étaient prêtes. Il lui annonça sans détour qu'il partait à l'étranger, seul. L'argent qu'elle avait donné ? Déjà envolé dans des affaires douteuses. Leur futur commun ? Une illusion qu'il n'avait jamais sérieusement envisagée. Tu n'étais qu'un passe-temps et une source de revenus. Lui lança-t-il sans remords. Le sol se déroba sous ses pieds. Elle avait trahi son mari, sacrifié son honneur et gaspillé sa fortune pour un homme qui ne voyait en elle qu'une proie naïve. Pour la première fois, Élise sentit la morsure du vide, un froid insupportable qui traversait son cœur. Elle était désormais seule, trahie par celui pour qui elle avait tout risqué. La nouvelle de la trahison et de l'abandon se répandit comme une traînée de poudre. Élise, autrefois adulée, devint l'objet de mépris. Les salons où elle brillait lui fermèrent leurs portes. Les amis qui l'admiraient l'évitaient désormais. Henri, après avoir officiellement demandé le divorce, la laissa sans ressources. Les comptes étaient vides, les biens confisqués. Elle errait dans une petite chambre louée à bas prix, incapable de reconnaître dans le miroir la femme qu'elle avait été. Ses mains, jadis couvertes de bagues, tremblaient désormais de froid. Elle se remémorait chaque choix, chaque sourire calculé, chaque mensonge, et comprenait enfin que son avidité avait été son pire ennemi. Mais le regret venait trop tard. L'or qu'elle avait poursuivi s'était transformé en poussière, sa chute était totale et le silence qui l'entourait résonnait comme un verdict éternel. Dans sa petite chambre sombre, Élise découvrit l'ampleur de ses erreurs. Non seulement Henri l'avait dépouillé de toute sécurité financière, mais Marc, avant de disparaître, avait contracté des dettes en son nom. Les créanciers se présentaient désormais à sa porte, exigeant des remboursements qu'elle n'était plus capable d'assumer. Chaque coup frappé contre sa porte résonnait comme une condamnation. Elle, qui autrefois trônait dans les salons luxueux, devait désormais se cacher comme une fugitive pour éviter la honte et l'humiliation publique. Ses vêtements de haute couture furent vendus à la hâte pour payer quelques factures. Les bijoux déjà liquidés ne pouvaient plus la sauver. La vie qu'elle avait construite sur des illusions s'écroulait pierre par pierre, ne laissant derrière elle qu'un vide amer. Elle comprit alors que l'avidité n'apporte pas seulement la ruine matérielle, mais aussi la destruction de l'âme. Chaque matin, Élise se levait avec un poids insupportable sur la poitrine. Ses proches l'avaient abandonnée, ses prétendus amis l'évitaient, et même ceux qui autrefois l'enviaient ne voyaient plus en elle qu'un avertissement vivant. Dans le miroir, elle ne retrouvait plus la femme éclatante des débuts. Ses yeux étaient cernés, sa peau terne, son sourire effacé. Elle se surprenait parfois à parler seule, à se remémorer les soirées fastueuses où son nom résonnait dans toutes les bouches. Mais ses souvenirs, loin de la consoler, la torturait davantage. Elle avait tout sacrifié pour une illusion, et il ne restait plus rien. Le silence qui régnait autour d'elle était plus cruel que les rires moqueurs. C'était le signe qu'elle n'existait plus pour personne. Son exil n'était pas seulement matériel, il était aussi intérieur. Le scandale atteignit son apogée. Les journaux à scandale publiaient encore des échos de sa chute, rappelant son mariage prestigieux, son adultère, puis sa disgrâce. Chaque article était une nouvelle humiliation. Dans les rues, certains la reconnaissaient et chuchotaient en la montrant du doigt. Elle, qui aimait être admirée, devenait désormais un exemple de honte. Plus aucun cercle respectable ne voulait d'elle, et même les emplois les plus modestes lui étaient refusés. Son nom était devenu synonyme de trahison et d'opprobre. Elle tenta bien d'écrire à Henri, implorant son pardon, mais ses lettres restèrent sans réponse. Henri avait tourné la page, décidé à reconstruire sa vie loin de ce souvenir douloureux. Élise comprit alors que la société ne pardonne pas aux âmes avides. Le prix de son avidité ne se limitait pas à l'argent. C'était sa réputation, son identité et sa dignité. Dans ces longues nuits sans sommeil, Élise repassait le fil de sa vie. Si elle avait choisi l'amour plutôt que l'argent, si elle avait apprécié la sincérité d'Henri, si elle n'avait pas cédé aux promesses mensongères de Marc, elle comprenait enfin, mais trop tard, que chaque choix avait été guidé par l'orgueil et l'avidité. Elle se souvenait du regard de son mari, ce mélange de douleur et de froideur, et ce souvenir la hantait plus que tout. Le vrai trésor qu'elle avait perdu n'était pas matériel, mais humain. L'amour sincère qu'elle avait méprisé valait plus que tout l'or du monde. Mais désormais, il ne lui restait que le poids écrasant du remords, une prison sans mur dont elle ne sortirait jamais. Le karma avait frappé,
implacable, et elle devait en porter la sentence jusqu'à la fin de ses jours. Assise seule sur un banc délabré, Élise leva les yeux vers le ciel gris. Son histoire n'était plus qu'un avertissement, une parabole cruelle sur la vanité et l'avidité. Elle comprit que le bonheur ne se bâtit pas sur l'or, mais sur la sincérité des liens et la fidélité aux promesses. Elle, qui avait tout perdu, devint malgré elle un exemple à ne pas suivre. Dans son cœur brisé, une vérité résonnait. L'argent attire, mais il trahit ce qui le place au-dessus de tout. Le destin, comme une balance invisible, finit toujours par rétablir l'équilibre. Élise ne pouvait plus effacer ses fautes, mais son histoire restait une leçon gravée dans la mémoire de ceux qui l'avaient connue. Car au bout du chemin de l'avidité, il n'y a ni gloire, ni amour, seulement la ruine et la solitude. Si vous avez trouvé cette histoire captivante et pleine de leçons, abonnez-vous pour découvrir d'autres récits où le destin et le karma finissent toujours par révéler la vérité.